Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de l'Academia pour le mois de septembre 2023. Alors aujourd'hui, comme le titre de la vidéo vous l'indique, nous allons parler des Templiers. Et pour être plus précis, des nouveaux Templiers ou encore néo-Templiers. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Eh bien, il s'agit de toutes les personnes, groupes, sociétés secrètes, autres fraternités initiatiques qui se revendiquent de l'ordre du Temple médiéval. Soit sur un plan historique, avec une hypothétique filiation, soit sur un plan spirituel, avec un cheminement initiatique, des concepts mystiques, une philosophie, etc. Alors, je ne vous cache pas que ce sujet est particulièrement complexe. Cela fait plusieurs années que je me pense sur le sujet, et j'ai décidé de vous faire une émission à l'état de mes recherches et de ces réflexions afin d'y voir plus clair. Néanmoins, chacun des sujets traités dans cette vidéo mériterait peut-être une vidéo complète spécifiquement sur le sujet. Néanmoins, je vais tenter d'être aussi clair que possible en m'appuyant sur des sources et des données. Un autre point tout à fait essentiel pour commencer. Mon but n'est pas de jeter l'opprobre sur tout le néo-templiarisme, tout simplement parce qu'il existe des courants, des mouvances extrêmement différentes au sein de ce courant du néo-templiarisme, si vous voulez, de façon plus générique. En gros, sur les centaines de groupes dits néo-templiers qui existent encore à l'heure actuelle, il n'y en a pas un qui fonctionne de la même façon, qui défend la même idéologie et qui ne se revendique avec la même filiation ou quoi que ce soit d'autre. C'est éminemment complexe. Donc, on va tenter justement d'y voir un petit peu plus clair. Néanmoins, au-delà de cela, il ne faut pas mettre la poussière sous le tapis. Si certains ordres néo-templiers peuvent avoir un cheminement initiatique, un fonctionnement respectable, il y en a d'autres, et beaucoup d'autres, qui tombent facilement dans la dérive sectaire, et dans certains cas, cela peut même aboutir à des massacres absolus, notamment dans l'affaire de l'ordre du Temple solaire dans les années 90. Alors, on va tenter d'y voir un petit peu plus clair, mais également toute raison gardée de ne pas mettre la poussière sous le tapis. Alors, voyons tout d'abord le plan de l'émission. Tout d'abord, une introduction afin de faire quelques rappels historiques sur ce qu'était l'ordre du Temple médiéval. Ensuite, on passera directement dans la première partie, l'ombre des Templiers. On va analyser les différentes filiations historiques hypothétiques et quelles sont les personnes ou les sociétés ou les ordres, etc., qui vont se revendiquer en premier des Templiers, tentant de créer les premiers groupes, les premières mouvances du néo-templiarisme. Ensuite, dans la deuxième partie, on parlera des ordres néo-templiers eux-mêmes, avec tout un tas d'exemples pour montrer les différents courants, les différentes idéologies, les différentes implications et voir toute la ramification complexe du néo-templiarisme. La troisième partie sera la plus complexe puisqu'on parlera d'un événement qu'on appelle la résurgence d'Argini, d'un événement historique, mais également toutes ses implications historiques, tous les ordres néo-templiers qui vont se revendiquer de la résurgence d'Argini, et quelles sont leurs idéologies, leurs concepts, leurs rituels, et tout un tas d'autres choses qui va nous amener assez loin. Et on fera bien sûr aussi une analyse ésotérique de cette fameuse résurgence d'Argini. Ensuite, une petite conclusion qui aura plutôt pour objectif d'ouvrir le débat plutôt que de le fermer. Le néo-templiarisme est-il une voie initiatique ou fatalement une dérive sectaire? Eh bien, je serais tenté de vous dire que cela dépend des cas, mais nous tenterons de poser quelques questions fondamentales en conclusion. Et puis bien sûr, une bibliographie afin de pousser plus en avant vos recherches personnelles, bibliographie sur l'ordre du Temple médiéval, mais aussi bibliographie sur toute la mouvance du néo-templiarisme, bien entendu. Alors, en introduction tout d'abord, sur ma chaîne depuis 7 ans que je vous propose des vidéos, j'ai parlé de nombreuses fois des Templiers. Alors notamment, j'ai proposé une émission qui traitait de Baphomet, l'idole occulte des Templiers. J'ai fait une émission sur les Templiers et les francs-maçons, y a-t-il une filiation historique entre les deux courants? Donc je vous y renvoie si vous voulez plus de détails sur l'hypothétique filiation entre les Templiers et les francs-maçons. J'ai proposé aussi 2 académias sur l'histoire des Templiers, une sur le secret des Templiers, donc l'hypothétique trésor, les éventuelles pratiques ésotériques ou initiatiques qui y avaient cours, et puis une autre qui traitait spécifiquement du procès des Templiers, comment ça s'est passé, quelles furent les accusations, qu'est-ce qui s'est passé après, etc., etc. Tout ceci, je ne vais pas en reparler ce soir au cours de cette émission, ça prendrait trop de temps bien évidemment, je fais juste un rappel. Ensuite, j'ai proposé d'autres émissions, encore une fois, sur Jacques de Molay, sur beaucoup de symbolisme, notamment les légendes et les malédictions autour des Templiers. Il y a une dizaine de vidéos sur la chaîne pour en savoir plus. Là, pour le moment, faisons un rappel historique très bref. L'ordre du Temple a vu le jour de façon officieuse en 1118 ou 1119. Quelques chevaliers des croisades,
en Terre Sainte, ont décidé de créer une milice armée afin de protéger les pèlerins sur la route de Jérusalem. Cet ordre sera reconnu officiellement au concile de Naplouse en 1120, il prend une existence officielle, et puis plus tard en 1129, c'est au concile de Troyes qu'il sera reconnu par la papauté, il acquiert une légitimité. Mais ce n'est pas tout, c'est également à ce moment-là que l'ordre du Temple historique va se doter d'une règle monastique, car, et c'est très important, il ne faut jamais oublier que les Templiers étaient à la fois des guerriers, mais aussi des moines. Et de ce fait, ils vivaient comme des moines, avec une règle monastique particulièrement stricte, ce qui, souvent, n'est pas vraiment récupéré dans les ordres du néo-templiarisme, comme nous le verrons, en l'occurrence, notamment sur des concepts comme la pauvreté, la chasteté et tout un tas d'autres choses. Alors de là, en 1130 à peu près, l'ordre du Temple acquiert une renommée, et de ce fait, il va commencer à récolter des dons, des terres, établir des commanderies, et recruter massivement. Ensuite, en 1139, c'est une bulle pontificale qui va donner de grands pouvoirs à l'ordre du Temple, puisque celui-ci s'émancipe de la pouvoir des seigneurs locaux, seigneurs même des autorités ecclésiastiques, pour ne dépendre que du pape. Donc c'est une organisation très puissante, à la fois religieusement, mais aussi militairement. Un peu plus tard, en 1145, une autre bulle papale leur offre l'opportunité de porter la fameuse croix rouge pâtée sur leurs vêtements, ce qui aujourd'hui permet d'identifier immédiatement les Templiers. Mais un petit point, je vous rappelle quand même que l'ordre du Temple, il n'y a pas que les chevaliers en manteau blanc. En réalité, les chevaliers manteau blanc ne représentent que peut-être 10-15% de l'ordre du Temple, la plupart des autres étant des frères sergents ou des frères servants qui sont habillés de noir. Je fais un petit saut temporel pour ne pas vous énumérer toute la liste des événements de l'ordre du Temple, notez seulement qu'ils se sont illustrés pendant la période des croisades, aussi bien sur le plan politique que sur le plan militaire, mais également sur le plan géopolitique. En 1291, c'est la chute de Saint-Jean d'Acre et la fin des États latins d'Orient. Les Templiers perdent une grande partie de leur pouvoir et la plupart de leurs troupes se rapatrient en Occident. En 1307, c'est l'arrestation des Templiers en France et plus tard dans le reste de l'Europe, sous l'impulsion du roi de France Philippe IV le Bel, avec une complicité tacite du pape Clément V, non pas que le pape ait volontairement cherché à éliminer les Templiers, mais plutôt par sa non-action, il n'a pas empêché que cela se produise. Ensuite, en 1309, il y a une commission pontificale pour étudier l'affaire des Templiers et voir s'ils sont hérétiques ou tout un tas d'autres choses, vous trouverez ça dans mes autres émissions. Et puis finalement, en 1312, c'est le concile de Vienne avec la bulle papale Vox in Excelsior. Très important, pourquoi ? Puisque contrairement à certaines idées reçues, l'ordre du Temple, dans sa globalité, n'a jamais été accusé d'hérésie, n'a jamais été condamné. Il a été dissous. Et quand il a été dissous, une bonne part de ses possessions vont passer dans d'autres ordres de guerriers moines qui étaient présents à cette époque. 2 ans plus tard, c'est le concile, le bûcher et la mort des 4 dignitaires du Temple, notamment Jacques de Molay, le dernier grand maître, sur le bûcher à l'île de la Cité à Paris. Et l'affaire de l'ordre du Temple historique s'arrête là. Au niveau de leur possession, là vous voyez sur cette carte qui montre les commanderies templières en 1300, vous voyez que la répartition des commanderies templières, une fois qu'ils ont perdu les États latins d'Orient, se concentre principalement sur la France. Et au moment de leur dissolution, quelques années plus tard, eh bien, leurs possessions vont passer dans les ordres respectifs qui sont implantés sur ces territoires. En France et en Italie, les possessions de l'ordre du Temple vont passer aux chevaliers hospitaliers. En Allemagne, ils vont passer dans les mains de l'ordre des chevaliers teutoniques. Et puis par exemple, en Espagne, les biens de l'ordre du Temple vont passer entre les mains de l'ordre de Calatrava, de Montesa, ou encore au Portugal, dans la nouvelle milice du Christ. Donc, les possessions de l'ordre du Temple n'ont pas été raflées par le roi de France, du moins pas en intégralité. En réalité, elles sont passées dans d'autres structures qui fonctionnaient sensiblement de la même façon. Voici pour les quelques éléments du rappel historique, mais encore une fois, je vous renvoie aux autres vidéos pour plus de précision. Là, faisons tout d'abord un point. À partir de 1314, on n'entendra plus parler des Templiers sur le plan historique. Ils n'ont pas fait d'action historique que l'on peut identifier. Il y a des légendes, il y a des événements plus ou moins mythologiques, quelques suspicions d'événements après, mais tout ceci reste extrêmement fragile sur le plan de l'analyse historique, j'entends. Donc, on va aborder cette première partie, l'ombre des Templiers, avec les personnes qui vont revendiquer un héritage du Temple et qui vont tenter d'établir une filiation, un pont, entre le XIVe siècle, 1314, et le tout début du XVIIIe siècle,
en l'occurrence. Donc un pont, vous l'aurez compris, relativement conséquent de 300-400 ans dans certains cas. Et il va falloir tenter de le remplir. Et ce n'est pas ça. Alors attaquons directement la première partie. Alors, l'ombre des Templiers. Ce n'est réellement qu'à partir du XVIIIe siècle que des personnes vont commencer à vouloir établir une filiation, vouloir ressusciter, réveiller l'ordre du Temple. Et pour ce faire, ils vont tenter d'établir un pont entre leur époque et la période et le moment de la disparition de l'ordre historique. Alors, cela va aboutir à 4 filiations hypothétiques que je vais vous énumérer. Ensuite, nous parlerons spécifiquement du discours du chevalier du Ramsay, celui qui va tenter de rattacher l'ordre du Temple à la franc-maçonnerie. Et puis, dans cette mouvance, on parlera justement de la stricte observance templière, qui se veut une sorte de restauration de l'ordre du Temple sous une forme de fraternité maçonnique. Puis on parlera aussi du cas du régime écossais rectifié, qui est une continuation du précédent, mais avec un positionnement idéologique légèrement différent. Et ensuite, on terminera cette première partie avec l'ordre néo-templier de Fabré-Palapra, qui est la première organisation néo-templière réellement construite de façon plus ou moins indépendante de la franc-maçonnerie et qui va donner naissance à peu près quasiment l'intégralité des courants du néo-templiarisme ultérieur. Alors commençons tout d'abord avec les 4 filiations hypothétiques qui sont habituellement nommées. La première, c'est la lignée dite de Beaujeu, le deuxième, c'est la lignée dite d'Aumont, la troisième, c'est la lignée de l'Arménius, et la quatrième, c'est la lignée de Geoffroy de Gonneville. Alors, habituellement, quand on parle de survivance des Templiers historiques, on a tendance souvent à placer cela en Écosse. On dit que les Templiers se seraient réfugiés en Écosse, il y a des légendes à ce propos, que ces Templiers survivants auraient aidé le roi Robert de Bruce à repousser les Anglais et tout un tas d'autres choses, la bataille de Bannockburn notamment. Ceci n'est pas prouvé sur un plan historique. Néanmoins, ce corpus légendaire, il a existé avant l'établissement de ces 4 filiations. Or, cette légende de survivance écossaise, eh bien plus tard, au XVIIIe, elle va prendre le nom de la lignée de Beaujeu et de la lignée d'Aumont, qui sont en réalité plus ou moins la même, plus ou moins rattachées entre elles, en l'occurrence. Et je vais vous les présenter. Alors, la première, c'est la lignée de Beaujeu. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Encore une fois, on est sur un aspect légendaire, hein, bien entendu. Historiquement, tout ce que je vais vous dire là n'est pas du tout prouvé. Alors, dans cette lignée, on nous dit « Les Templiers qui avaient survécu à l'épreuve du bûcher furent soumis à des persécutions et contraints de s'enfuir. Quelques jours avant son décès, Jacques de Molay aurait introduit son neveu, le comte François de Beaujeu, alors un simple membre de l'ordre, à ses secrets. Il lui aurait transmis les 3 clés des trésors du temple et lui aurait confié la mission cruciale d'assurer la survie de l'ordre, afin de tester son dévouement. Il lui aurait demandé de récupérer un précieux artefact dissimulé dans le caveau des grands maîtres du temple, en l'occurrence un écrin triangulaire en cristal monté sur argent contenant l'index de la main droite de Saint Jean-Baptiste. Après avoir réussi cette épreuve, Jacques de Molay lui aurait confié la tâche de faire sortir de Paris les archives, les trophées et les trésors de l'ordre du Temple. Il aurait également placé dans le cercueil supposé il aurait également placé dans le cercueil supposé contenir les cendres de son prédécesseur Thibaut Gaudin, des registres confidentiels de la correspondance, ainsi que la couronne des rois de Jérusalem, le chandelier à 7 branches et 4 statues en or représentant les 4 évangélistes qui ornaient le Saint-Sépulcre. À la mort de Jacques de Molay, Beaujeu aurait rassemblé 9 chevaliers de l'ordre qui avaient échappé à la rafle et tous auraient fait serment de perpétuer l'existence de l'ordre en compagnie de 9 chevaliers, souvent désignés comme les 9 architectes parfaits. Beaujeu aurait préservé l'esprit de l'ordre et à sa mort, il aurait nommé le chevalier Pierre d'Aumont comme son successeur. Alors vous voyez que ce petit récit est teinté de petites références maçonniques sur certains aspects, puisque cette légende des comtes de Beaujeu, héritiers du Temple, ne sera composée sensiblement qu'au XVIIIe siècle, en l'occurrence. Néanmoins, vous l'avez vu aussi sur la fin de cette légende, on nous amène à un autre personnage, qui est ce qu'on appelle Pierre d'Aumont, et donc la lignée d'Aumont, qui est interconnectée avec celle de Beaujeu, mais parfois elle est présentée comme une lignée indépendante. Et je vous cite justement le mythe associé. Alors, encore une fois, il s'agit d'éléments plus de l'ordre de la mythologie que des faits historiques, bien entendu.
Le soir du 18 mars 1314, Pierre d'Aumont et 7 autres chevaliers auraient récupéré les cendres de Jacques de Molay, proférant les mots Mac Benac, tout en prêtant serment de venger l'ordre. Ensuite, Aumont aurait entrepris un voyage en Écosse ou sur l'île de Mull, et il aurait été désigné comme le nouveau grand maître de l'ordre le 24 juin 1315. Ce groupe central de Templiers aurait joué un rôle fondateur dans la création de la loge maçonnique connue sous le nom de Hérédom ou Sainte Maison. La stricte observance templière, dont nous parlerons par la suite, en collaboration avec le baron de Hound, aurait fusionné l'action de Pierre d'Aumont avec celle de 3 autres chevaliers réfugiés en Écosse, associés aux chevaliers de Saint-André du Chardon. Elle aurait ainsi donné naissance au 6e grade du régime écossais rectifié, dont nous parlerons aussi tout à l'heure, appelé le chevalier bienfaisant de la Cité Sainte, plus connu sous le nom de CBCS. Alors là, on nous raconte une légende qui est totalement maçonnique, qui permet de rattacher les futures organisations maçonniques de la stricte observance templière ou du régime écossais rectifié aux Templiers directement, via des événements plus ou moins légendaires, et avec une figure centrale de Pierre d'Aumont, de l'ordre du Chardon en Écosse, etc., etc. Mais encore une fois, tout ceci n'est absolument pas prouvé sur un plan historique, voire même peut-être largement contredit. Alors, voyons la 3e lignée de référence pour prétendre l'héritage au Temple. C'est la lignée de l'Arminius. En 1314, Jacques de Molay aurait conféré sa puissance au frère Jean-Marc l'Arminius, un vénérable chevalier qui, à l'instar de Jacques de Molay lui-même, était dépourvu de compétences en lecture et écriture. Mais peut-être était-ce là une expression utilisée plus tard pour souligner l'humilité de cet individu. Là, c'est une référence directe aux francs-maçons avec la fameuse expression « je ne sais ni lire ni écrire » dans ce texte. L'ordre serait alors demeuré dans l'obscurité jusqu'en 1808, ça fait un sacré pont quand même, date à laquelle sa renaissance officielle fut orchestrée par Fabré Palaprat, donnant lieu à l'ordre du Temple à Paris. Cette lignée aurait engendré une succession notable de personnalités célèbres telles que Bertrand du Guesclin, les comtes d'Armagnac, de Montmorency, de Bourbon, Philippe d'Orléans, le duc de Cosse-Brissac, pour finalement aboutir à Bernard Raymond Fabré Palabras, un ancien prêtre et médecin. Fabré Palabras aurait entrepris la rénovation de l'ordre du Temple et fondé une église chrétienne se réclamant de Saint-Jean. En 1831, la doctrine des premiers chrétiens aurait été imprimée sous le nom de Léviticon. Alors cette lignée est un peu plus récente que les autres puisqu'elle sera codifiée seulement au tout début du 19e siècle. Elle est teintée de références maçonniques, donne une succession de maîtres complètement légendaires avec Bertrand du Guesclin et tout un tas d'autres, ce qui est une aberration sur le plan historique. Et les documents qui seront présentés seront rapidement démontrés comme étant des vagues contrefaçons. Mais c'est une lignée qui a permis le rattachement de nombreux ordres néo-templiers à l'ordre historique. Mais il existe encore une 4e lignée qui est invoquée pour se référer aux Templiers. C'est la plus récente, la plus moderne, si l'on peut dire, c'est la lignée Geoffroy de Gonneville. Je vous cite le mythe. Geoffroy de Gonneville, désigné comme successeur par Jacques de Molay, avait occupé les postes de percepteur, commandeur du Poitou et d'Aquitaine, ainsi que grand prieur d'Aquitaine au sein de l'ordre du Temple. Mandaté de manière officielle par l'ordre intérieur, il aurait rassemblé les membres restants de l'ordre du Temple médiéval lors d'un chapitre ultime en Dalmatie en 1318. Après cela, il aurait entrepris un voyage en Asie centrale où toute trace de lui se perd. Lors de cette réunion en Dalmatie, de nombreuses décisions de grande importance auraient été prises, dont l'une concernait la réapparition de l'ordre du Temple dans 600 ans et plus. Cette résurgence aurait finalement eu lieu en 1973 sous l'impulsion des fidèles d'Amour, ou qu'on appellera aussi des FARC, pendant une période de 9 ans. C'est l'ordre des veilleurs du Temple qui aurait établi ces structures et développé son enseignement. En 1982, l'ordre serait sorti de l'ombre et aurait commencé activement à rechercher ses membres. Au cours de cette même année, lors d'un conclave, le 23e grand maître de l'ordre du Temple aurait été élu. Alors là, vous voyez que cette filiation ne date pas du tout du 18e, du 19e, et même pas d'avant, bien sûr. C'est une filiation qui a été codifiée, qui est sortie des chapeaux en plein milieu, enfin, dans le 3e tiers du 20e siècle, en l'occurrence. Alors, on va pas se mentir, ces 4 filiations de Beaujeu, de Aumont, de l'Arminius et de Gonneville sont au mieux
romantique, au pire de vagues supercheries. Ça, c'est un fait. Néanmoins, si demain des gens apportent des éléments tout à fait factuels qui permettent de légitimer ces différents courants, pourquoi pas? Mais à l'état actuel, c'est plus des faux documents, des soi-disant traditions orales, des soi-disant rêves mystiques par quelques grands maîtres ou sénéchaux, sérénissimes patriarches de quelconque obédience ou fraternité diverse, qui ont prétendu avoir une révélation leur donnant ces informations. Mais il n'y a pas d'éléments historiques pour les appuyer. Alors voyons un petit schéma pour y voir un petit peu plus clair dans toute cette histoire. L'ordre du Temple, la filiation tout d'abord maçonnique hypothétique, comprenez-le. Nous avons donc la lignée de Beaujeu et à cheval et se mélangeant avec les lignées d'Aumont, qui passe par un personnage légendaire qui s'appelle Charles-Édouard Stuart, prétendant au trône d'Angleterre lors des conflits de la maison royale d'Angleterre, qui va servir à un personnage, un maçon connu de l'époque, qui s'appelle le baron de Hound, de créer une structure maçonnique pour réveiller l'ordre du Temple. Mais le baron de Hound lui-même a puisé quelques petites inspirations un petit peu plus tôt. En 1736, un franc-maçon lui aussi, le chevalier Andrew de Ramsay, va prononcer un discours sur les origines de la franc-maçonnerie. Alors, comment cela s'est-il passé ? La franc-maçonnerie, en tant que société initiatique, prend ses sources sensiblement dans la deuxième moitié du XVIIe siècle et se codifie réellement au début du XVIIIe siècle. De là, les premiers francs-maçons, dans leurs textes de référence, le Régis, le Cook et surtout les constitutions d'Anderson, ils se réfèrent aux bâtisseurs de la période médiévale, les ouvriers, bâtisseurs de cathédrales et tout un tas d'autres monuments. Mais le chevalier de Ramsay, qui était en France à ce moment-là, avec la maison Stuart, dont faisait partie le fameux Charles-Édouard Stuart, va, lui, rattacher la franc-maçonnerie à une toute autre histoire. Il dit que, en gros, les francs-maçons ne sont pas les héritiers spécifiquement des bâtisseurs de la période médiévale, mais des chevaliers des croisades. Des chevaliers des croisades, des défenseurs de la foi, et que ces derniers auraient eu de grandes vertus morales et tout un tas d'autres choses. Alors, il ne fait pas spécifiquement, il ne s'attache pas à créer une filiation, il dit simplement que la franc-maçonnerie descend des chevaliers des croisades. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans son texte, il parle des chevaliers des croisades, ou éventuellement des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, soit les chevaliers hospitaliers, mais à aucun moment, il ne mentionne l'ordre du Temple. Néanmoins, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Tous les francs-maçons de cette époque, qui s'intéressaient un peu à la mystique chevaleresque, ont vu Templiers. Pourquoi ? Parce que l'ordre du Temple ayant disparu sous le coup de la royauté et de la papauté, eh bien, les Templiers, c'était beaucoup plus savoureux, c'était beaucoup plus énigmatique, beaucoup plus mystérieux. Alors du coup, même si Ramsay n'en a jamais parlé en réalité, eh bien, beaucoup de francs-maçons de ce temps vont tenter de lier la franc-maçonnerie à l'ordre du Temple. Mais ils ne vont pas spécifiquement le faire dans ce qu'on appelle les loges bleues, c'est-à-dire les grades d'apprentis, compagnons et maîtres. Ils vont réserver ça pour les hauts grades, les initiations les plus secrètes, si l'on peut dire. Alors, il existe des dizaines, des centaines de grades, de hauts grades maçonniques qui se réfèrent aux Templiers. Je ne vais pas tous les énumérer, bien entendu, je vais vous citer un seul exemple pour illustrer la problématique. Très connu, c'est le célèbre grade, le chevalier Kadosh. Alors ce haut grade maçonnique, dans la lignée de la pensée de Ramsay, a été fondé, semble-t-il, en 1761, à Metz. Il émerge donc le titre de grand inspecteur, grand élu chevalier Kadosh, au sein des degrés élevés du rite de perfection, l'ancêtre du rite écossais ancien accepté. Ce grade, connu comme le grade de la revanche du chevalier Kadosh, intègre dans ses statuts, dans ses enseignements, la légende des Templiers. Plus tard, dans le R2A, le rite écossais ancien et accepté, le grade de chevalier Kadosh est attribué au 30e degré. Ce grade est considéré comme l'un des plus élevés dans le système maçonnique, et les membres qui l'atteignent sont censés avoir atteint un niveau élevé de connaissance dans la franc-maçonnerie. Pour la petite anecdote, dans le RE2A, le rite écossais ancien accepté, il y a 33 degrés, mais les 3 derniers degrés sont des degrés administratifs, et donc le 30e est le dernier symbolique, si l'on peut dire. Et donc c'est le chevalier Kadosh. Alors, ça reprend la légende templière, et symboliquement c'est un grade dit de vengeance, où symboliquement l'impétrant qui passe ce grade va rejouer le rôle du templier vengeur, qui assassine la couronne et qui assassine la papauté, d'une certaine façon. C'est la revanche des Templiers, d'une certaine façon.
Alors c'est un exemple, mais il en existe de nombreux autres. D'autres qui s'appellent chevalier de l'aigle rouge, chevalier de l'aigle blanc, chevalier de l'aigle noir, chevalier templier directement, chevalier de l'Est, chevalier de l'Orient, et tout un tas d'autres, il en existe des dizaines et des dizaines, bien sûr. Mais au-delà de ces quelques références dans des hauts grades maçonniques, un franc-maçon, le baron de Hoon, que j'ai déjà cité, lui va aller beaucoup plus loin et va créer toute une organisation maçonnique qui se réfère directement à l'ordre du Temple, qui se revendique comme héritière historique de l'ordre du Temple et donc qui se présente comme un nouvel ordre du Temple, mais sous un vêtement maçonnique en l'occurrence. C'est la stricte observance templière. Alors, Karl Gotthelf von Hund, baron de Hund, est initié lui-même en franc-maçonnerie en Allemagne en l'année 1741. Il devient vénérable d'une loge parisienne en 1743, et plus tard, Hund va affirmer avoir été initié au rite templier par Eques a Pana Rubra, un nom en latin chevaleresque, qui ne serait autre que Charles Edward Stuart, le prétendant au trône d'Écosse et d'Angleterre. Alors de la même façon que pour les filiations mythologiques citées tout à l'heure, tout ceci ne repose sur rien d'historique. Je vous donnerai plusieurs références bibliographiques pour explorer la question, bien entendu. C'est une affirmation du baron de Hund. Cette affirmation reprend l'idée de la lignée d'Aumont, de Pierre d'Aumont, pour rattacher donc les Templiers de France vers l'Écosse, puis l'ordre du Chardon, puis la famille royale d'Écosse et d'Angleterre, puis Charles-Édouard Stuart, puis le baron de Hund, puis la stricte observance templière. Donc, en 1755, quelques années plus tard, c'est la création donc de la stricte observance templière, et en 1772, c'est le convent de Colo, qui est l'apogée au niveau renommé de la stricte observance, apogée au niveau du nombre de membres et au niveau de sa puissance temporelle. Alors, quels sont les objectifs? Puisque là, on a affaire au premier ordre néo-templier de l'histoire, en réalité. Eh bien, l'idéologie du baron de Hund est simple. Il veut restaurer l'ordre médiéval dans ses possessions historiques, dans son pouvoir et dans son influence. Il veut quasiment créer un État templier. Mais à cela, il ajoute toute une doctrine morale qui est calquée sur les modèles de la franc-maçonnerie, avec un développement spirituel, un cheminement mystique, une recherche sur soi-même, les vertus, etc., tout ce que vous voulez, mais qu'il impose sur l'ordre médiéval. Il dit, voilà, toutes ces vertus, toutes ces valeurs, toute cette chevalerie mystique, elle existe déjà au niveau des Templiers. Ce qui n'est pas prouvé sur un plan historique, bien entendu. Et le baron de Hund tente de réveiller cet ordre du temps. Donc clairement, il y a une vision mystique, mais aussi une vision politique et sociale dans la stricte observance templière. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Après la stricte observance templière, juste très rapidement, pour illustrer un petit peu l'organisation de la stricte observance templière, il y a toujours les grades dits de loge bleue, apprenti, compagnon et maître, puis ensuite les hauts grades, maître écossais, qui nous renvoie à ce légendaire de l'écossisme, le novice, comprenez l'écuyer novice, le chevalier du temple, et plus tard le chevalier professe, qui est une sorte de templier plus, si vous voyez l'idée. Mais après tout cela, nous allons avoir un autre personnage qui lui aussi va se référer aux Templiers, mais de façon un petit peu différente. C'est Jean-Baptiste Villermoz. Celui-ci était membre de la stricte observance templière du baron de Hund, ainsi que d'autres courants ésotériques, mais j'ai aussi parlé de nombreuses fois de ce personnage dans d'autres émissions. En 1776, c'est la mort du baron de Hund, et une crise au sein de la stricte observance templière qui n'arrive pas à se structurer et qui commence à se décomposer en lambeaux. Il lui faut un nouveau souffle. En 1778, en France, dans les loges lyonnaises, sous la conduite de Jean-Baptiste Villermoz, ce groupe entame une réforme de la stricte observance templière. Ils vont tenter de la remodeler pour la revitaliser. Mais surtout, ils vont intégrer dans les doctrines de la stricte observance des éléments de l'ésotérisme chrétien issus de la pensée de Martinez de Pasquali, ou plus généralement ce qu'on appelle le martinésisme. Une vision mystique d'ésotérisme chrétien pour faire simple. En 1782, c'est le couvent de Wilhelmsbad, un grand événement maçonnique important qui regroupe toute la stricte observance templière, mais pas uniquement. Tout un tas d'autres courants maçonniques, français, allemands, etc. seront présents. À ce moment, au moment de ce convent de Wilhelmsbad, il sera décidé que la filiation historique avec l'ordre du Temple médiéval est abandonnée. C'est la naissance du régime écossais rectifié sous la houlette des maçons lyonnais. En gros, la stricte observance templière va tomber dans l'oubli, elle va s'arrêter là, et sera supplantée par ce nouveau régime écossais rectifié. En réalité, celui-ci n'arrivera pas à s'imposer en Allemagne, il va s'implanter principalement en France, ce qu'on appelle à l'époque la province d'Auvergne. Alors, qu'est-ce que notre cher Jean-Baptiste Villermoz va faire des Templiers?
Eh bien, s'il abandonne la filiation historique, il abandonne également l'idée de restaurer l'ordre dans ses possessions temporelles. Mais il n'abandonne pas l'héritage spirituel de l'ordre du Temple. Et je vous cite un petit extrait du Rosset du convent de Wilhelmsbad qui traite de cette question. Nous ne pouvons cependant nous dissimuler que notre ordre a des rapports réels et incontestables avec celui des Templiers, prouvés par la tradition la plus confiante, des monuments authentiques et des hiéroglyphes même de notre tapis, qu'il paraît plus que vraisemblable que l'initiation maçonnique plus ancienne que cet ordre a été connue à plusieurs de ses chevaliers et a servi de voile à quelques autres au moment de leur catastrophe pour en perpétuer le souvenir. En conséquence, et pour suivre tous les vestiges d'un ordre qui paraît à un grand nombre de frères avoir possédé des connaissances précieuses et auxquelles nous devons la propagation de la science maçonnique, nous sommes crus obligés de conserver quelques rapports avec lui et de consigner ces rapports dans une instruction historique, et comme nous devons à l'ancien système un plan de coordination utile à des divisions avantageuses pour maintenir le bon ordre, et quand, renversant la forme extérieure de notre gouvernement, nous romprions sans motif les liens qui unissent les traditions et partis, nous avons arrêté que ces rapports seraient conservés dans un ordre équestre connu sous le nom de chevaliers bienfaisants et chargés du régime et de l'administration des classes symboliques. Alors, petite architecture du régime écossais rectifié, il y a toujours les loges bleues, grade apprenti compagnon et maître, une loge dite de Saint-André, loge verte, avec un 4e grade de maître écossais de Saint-André, qui rattache encore à cet écossisme et cette filiation avec l'Écosse, puis le fameux ordre intérieur ou ordre chevaleresque, avec l'écuyer novice, et on remplace le titre de chevalier du Temple par chevalier bienfaisant de la Cité Sainte, CBCS, mais vous aurez compris, c'est la même chose. Et plus tard, une classe secrète de professes et de grands professes, comprenez les chevaliers +++. Alors, qu'est-ce que cette idée de filiation? On rejette la filiation historique, mais on garde la filiation symbolique. Eh bien, Villermoz, plutôt malin en son temps, comprend que se référer à l'ordre du Temple en des temps troubles, c'était pas forcément une très très bonne idée. Donc, il abandonne la filiation historique, qui peut poser problème, il abandonne le désir de vouloir restaurer l'ordre dans ses possessions, il dit simplement, ces gens étaient des hauts initiés, ces gens avaient une tradition ésotérique, et nous aussi, et c'est la même, alors on s'y réfère. Nous n'avons pas de lien historique qui nous rattache directement à eux, mais un lien métaphysique, un lien symbolique, un lien spirituel. La question que l'on peut légitimement se poser à ce stade, c'est ce que Jean-Baptiste Villermoz a comme aspiration, on la connaît, c'est son aspiration. C'est basé sur les travaux de Martinez de Pasquali, le traité de réintégration des êtres. En clair, qu'est-ce qu'il nous dit? Pour Villermoz, l'homme primitif, l'homme adamique, était parfait dans la pureté originelle, il a subi la chute, il est déchu de son état divin primordial, et de là, il est dans le monde de la corruption, et il doit rétablir la connexion avec son soi divin pour revenir à l'état initial de pureté. Voilà, via tout un cheminement initiatique, etc., etc., etc. Donc, ça c'est la pensée de Villermoz pour le régime écossais rectifié, et donc il prête ces pensées-là aux Templiers de la période médiévale, ce qui, sur un plan de l'analyse historique, peut être largement contesté, en l'occurrence, ou du moins peut être largement discuté pour être plus précis. Mais allons un petit peu plus loin. Là, nous avons les premiers courants néo-templiers qui sont uniquement au sein de la franc-maçonnerie. Mais cela va commencer à déborder un petit peu au-delà, mais depuis la franc-maçonnerie. Et ça nous amène à une autre filiation qui sera utilisée, la lignée Larménius, et le fameux personnage de Fabré Palabra. Si la stricte observance templière et le régime écossais rectifié se réfèrent à la lignée d'Aumont et la lignée de Beaujeu sur un plan historique ou symbolique, eh bien Fabré Palabra, lui, va se référer à une autre lignée qu'il a soit totalement inventée, soit qu'il a hérité de personnes qui l'ont inventée juste avant lui, en l'occurrence. Voyons ceci un peu plus en détail. Fabré Palabra a été initié en franc-maçonnerie par le docteur Jacques-Philippe Ledru. Ce dernier perçoit de Fabré Palabra qu'il existe une filiation templière de 22 grands maîtres de l'ordre du Temple depuis Hugues de Pin jusqu'à Jacques de Molay, et de 22 autres après Jean-Marc Larménius. En 1804, Fabré Palabra soutient avoir trouvé une charte de transmission dite charte de Larménius datée de 1324, qui dirait que Jean-Marc Larménius est bel et bien le grand maître héritier de Jacques de Molay et a maintenu l'ordre dans l'ombre jusqu'à son époque.
En 1808, Fabre et Palabra organise une cérémonie officielle somptueuse et fort pittoresque dans l'église Saint-Paul à Paris, où 200 hommes vêtus du manteau blanc et de la croix pâtée sur des chevaux vont défiler à Paris, annonçant le réveil, la restauration de l'ordre du Temple médiéval. En 1818, Fabre et Palabra est nommé grand maître de l'ordre du Temple, du moins le nouvel ordre du Temple, et une organisation du type Église joannique templière va se former. Longtemps plus tard, en 1838, Fabre et Palabra meurt et son ordre néo-templier va éclater en plusieurs branches, mais va subsister dans sa forme qu'il a créée jusqu'en 1863. Précisons évidemment que la charte de l'Arminius est un faux grossier. Alors, Fabre et Palabra, tout d'abord, c'est un franc-maçon. Donc il est dans le système maçonnique et il a probablement accédé, on peut le supposer, à des systèmes de haut grade et donc à des grades chevaleresques où il a pu rencontrer le fameux docteur Jacques-Philippe Ledru. De là, comment cela s'est passé exactement, bien malin celui qui pourra l'affirmer. Mais dans tous les cas, un ordre néo-templier va se créer. Ce n'est pas une structure maçonnique, ça n'appartient pas à l'obédience maçonnique de l'époque. C'est ce qu'on va appeler une société paramaçonnique, un ordre néo-templier. Sauf qu'il y a une idéologie dans cet ordre néo-templier. Il nous la donne, Fabre et Palabra, directement, par un texte qui s'appelle le Léviticon, qui est une sorte de texte ésotérique joannique. En gros, tradition chrétienne, ésotérique, mais basé plus spécifiquement sur l'évangile de Jean. Donc on est ce qu'on pourrait appeler sur une voie à tendance gnostique pour cet ordre néo-templier. Donc fatalement, qu'est-ce qu'il fait Fabre et Palabra ? Eh bien dans ces textes, la charte de l'Arminius, le Léviticon, etc., il présente tous ces concepts d'église joannique, ésotérique, etc., comme étant la pensée des Templiers de la période médiévale. C'est possible, mais cela est très loin d'être prouvé, encore une fois, sur le plan de l'histoire. Alors là, nous avons fini avec cette première partie, avec cette ombre des Templiers, qui a germé avec des lignées plus ou moins mythologiques, qui s'est particulièrement implantée dans la franc-maçonnerie, mais qui va commencer à en sortir avec le premier ordre de Fabre et Palabra. Mais on va aller beaucoup plus loin. Avec la deuxième partie, on va parler des ordres néo-templiers eux-mêmes, avec les premiers ordres néo-templiers, comprenez à partir de celui de Fabre et Palabra, les divergences du néo-templiarisme, car tout ceci va éclater dans une joyeuse cacophonie. On va parler donc de cet héritage fracturé